Chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire que vous allez entendre ne sort pas de nulle part. Elle prend racine, comme toujours, dans le canon d'Arthur Conan Doyle, là où affleurent des allusions à des affaires jamais racontées. Ainsi, dans le rituel des Musgrave, Watson rapporte comment Holmes, ouvrant une grande malle métallique, laissa entrevoir à son compagnon les archives de ses premières enquêtes. Des rouleaux de papier, ficelés de rubans rouges, contenant les travaux de jeunesse d'un détective encore amateur, mais déjà hors du commun. Watson lui demanda : « Seraient-ce donc les archives de vos premiers travaux ? » Et Holmes répondit par un sourire énigmatique : « C'est dans ces archives, soigneusement conservées, puis recueillies après 1904, que se trouvait le dossier que vous allez découvrir. Un dossier marqué d'un seul mot, sec et terrible : Samael. Ce que vous allez lire ou entendre n'est pas l'écho d'un triomphe, mais la reconstitution d'une confrontation taboue, où un jeune Holmes rencontra pour la première fois une logique qui échappait à toute loi. Une page que Watson n'osa pas publier de son vivant, mais qu'il restitua dans ses carnets à l'automne de sa vie. Lecteur holmésien depuis plus de 40 ans, j'ai toujours été fasciné par ces éclats suspendus, ces amorces de récits que l'on devine vastes, mais dont il ne reste que les contours. C'est en tant que créateur de contenu, fidèle au canon, que j'ai voulu explorer ce que Conan Doyle lui-même a laissé volontairement dans l'ombre. Ce que vous allez lire ou entendre est l'une de ces affaires. Une reconstitution scrupuleuse, fondée sur les indices épars, les textes d'époque, et la voix même de Watson lorsqu'il laissa entrevoir ce qu'il avait retrouvé après la retraite de Holmes. Une affaire dérangeante, perturbante, presque indicible, mais rigoureusement holmésienne. Notre récit d'aujourd'hui s'intitule « L'ombre de Samael ». L'automne 1921 répandait déjà sur Londres son voile de brume et de feuilles mortes, lorsque je repris la lecture de ces carnets jaunis que les ans n'avaient point épargnés. Il m'arrive, à présent que ma main tremble et que ma plume peine, de m'égarer dans ces papiers comme on le ferait dans un jardin abandonné, où chaque sentier mène à un souvenir plus ancien que le précédent. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, le jour de 1904, où Holmes, quittant Baker Street pour son ermitage du Sussex, m'abandonna la garde d'une malle de fer blanc, qu'il jugeait encombrante. Je n'y avais d'abord vu qu'un amas de rouleaux de papier, serrés sous des rubans rouges, des notes sans ordre ni suite, qu'il avait accumulées au fil de ses jeunes années. Mais cette malle, que j'ai désormais ouverte 100 fois, n'a cessé de me livrer des fragments de son passé, parfois plus éloquents que les affaires que j'eus l'honneur de partager à ses côtés. Parmi ces rouleaux, l'un portait un titre bref, tracé d'une main ferme : Samael. J'avoue que ce mot me glaça. Les souvenirs que j'en retrouvai ensuite, éparses dans ces carnets, ne dissipèrent point cette impression, bien au contraire. Il ne s'agit pas, je le confesse, d'une de ces affaires qui puissent être publiées du vivant de ses protagonistes. Trop d'ombres morales, trop de tabous victoriens s'y entrelacent pour qu'un rédacteur consciencieux eût osé en livrer le détail. Mais le temps a passé, et moi-même, je sens venir l'heure où ma voix se taira. C'est donc sans détour que je m'autorise à restituer cette affaire, telle qu'elle s'offre encore à ma mémoire et à mes notes. L'on connaîtra mal Holmes si l'on ignore sa manie de tout consigner d'une écriture sèche, presque chirurgicale. Ses feuillets de jeunesse, et celui-ci plus que les autres, mêlent de laconiques remarques à des listes, des dates, des adresses, parfois
une simple initiale soulignée 2 fois. J'y ai trouvé aussi des coupures de journaux, un télégramme effacé, un reçu d'un prêteur sur gage, et ces abréviations mystérieuses dont il parsemait ses brouillons, comme s'il écrivait en marge de sa propre pensée. Qu'un homme de science obtienne de tels résultats avec si peu de mots me surprendra toujours. Mais je sais, pour avoir beaucoup vécu près de lui, que ces notes étaient destinées non à convaincre, mais à réveiller un souvenir précis dans une mémoire d'une prodigieuse exactitude. Le lecteur me pardonnera donc si, pour la clarté du récit, je me permets d'extrapoler ici ou là un trait d'union, une transition, ou le bref commentaire sur lequel ces pièces sèches demeureraient muettes. Je n'y ajoute rien d'essentiel, je n'entreprends que de rendre lisible ce que l'usage seul de Holmes rendait intelligible. C'est un devoir de compagnon plus qu'un art d'écrivain. Je dois dire encore que, par respect pour les familles, et parce que certaines susceptibilités n'ont point perdu leur vigueur, j'ai modifié plusieurs noms et gommé quelques détails trop reconnaissables. Qu'on n'y voit pas une infidélité, mais le tribut payé à la décence. Les faits, eux, n'en souffrent pas. Ils n'en sont que plus terribles. Car l'affaire, que recouvre ce titre, un nom ancien, qui dans les livres dits sacrés désigne l'ange de la mort et l'accusateur, n'est point un jeu d'énigmes, ni même une simple confrontation d'intelligence. Elle touche à ce qu'une société entière refuse de nommer, à ce qu'un homme, fût-il le plus clairvoyant de sa génération, peut à peine soutenir sans chanceler. Je ne prétends pas y avoir vu plus clair que mon ami. J'affirme seulement que, des années plus tard, la trace qu'elle laissa sur lui demeure visible à qui sait regarder. Ces pages nous ramènent à l'année 1877, lorsque Holmes n'était pas encore l'homme que le monde devait connaître, mais un jeune logeur de Montagu Street, voisin du British Museum. Il vivait chichement, entouré de ses carnets, de quelques fioles pour des expériences de chimie rudimentaire, et d'un violon médiocre qu'il faisait parler avec une passion qui contrastait singulièrement avec la froideur de ses raisonnements. Chaque matin, il gagnait la grande salle de lecture, y dévorait les gazettes et la littérature dite sensationnelle, classait des faits comme d'autres collectionnent des papillons, puis rentrait, au crépuscule, les poches gonflées de notes. C'est dans cette existence obstinée et studieuse que vint frapper, un soir, la première rumeur de ce que j'ai intitulé l'ombre de Samaël. Je n'ai pour entrée que quelques lignes. Retour BM, escalier, homme trapu, cire rouge, odeur parchemin, maître B, de décès, succession, règle et hâte. On pardonnera à un vieux soldat de préférer à ce télégramme à soi-même une narration suivie. Mais que le lecteur garde à l'esprit que tout commence ainsi, comme toujours chez Holmes, par l'accroc presque imperceptible d'un détail, par l'ombre minuscule d'une dissonance qui, à force d'être examinée, finit par occuper tout l'horizon. Voici donc, telle que je puis la reconstituer, l'histoire qui fit vaciller, pour la première fois peut-être, la tranquille souveraineté de sa logique. Elle commence dans l'escalier d'une maison de Montagu Street. Elle s'achève, des années plus tard pour moi, dans le silence d'une malle de fer blanc. Entre ces deux seuils, je n'offre qu'un fil, celui qu'un ami resserre, patiemment, pour que les vivants comprennent un peu mieux les morts, et ce que les morts demandent parfois aux vivants. C'est là, je crois, tout ce que l'on peut dire avant d'ouvrir le dossier. Le reste appartient à la voie des faits. À cette époque, son existence obéissait à une régularité presque monacale. Chaque matin, vêtu d'un manteau râpé, mais toujours brossé avec soin,
il quittait son logement de Montague Street pour traverser Bloomsbury et gagner la grande salle de lecture du British Museum. Là, sous la vaste coupole bleutée, où résonnaient à peine les pas feutrés des lecteurs, il prenait place, toujours à la même table, le dos tourné à la lumière. Il y passait des heures entières, absorbé dans la presse du jour, dans les recueils de causes criminelles, ou dans ces brochures populaires qu'il appelait sa littérature à sensation. Je pus témoigner qu'il en extrayait des faits comme d'autres cueillent des échantillons botaniques, soigneusement classés, annotés et rangés dans ce qu'il nommait son répertoire. On le prenait pour un étudiant, tant sa jeunesse contrastait avec le sérieux de ses lectures. Pourtant, ses yeux brillaient d'un éclat singulier, et plus d'un bibliothécaire, intrigué par sa constance, avait fini par lui réserver, sans mot dire, les volumes qu'il réclamait le plus souvent. J'ai retrouvé dans ses carnets des listes interminables de titres, comme si rien de ce qui touchait au crime, aux déviances de la société ou aux énigmes judiciaires ne devait lui échapper. Le soir venu, il quittait la salle de lecture avec les poches gonflées de feuillets pliés, les mains tachées d'encre et les traits tirés par l'effort intellectuel. Il marchait d'un pas vif à travers la brume de Londres, longeant Russell Square, traversant Southampton Row ou Great Russell Street, indifférent au tumulte des fiacres et aux cris des camelots. Ceux qui l'auraient croisé n'auraient vu qu'un jeune homme pressé, l'air distrait, la silhouette mince prise dans un manteau trop large. Mais je sais, pour avoir vécu tant d'années auprès de lui, que son esprit travaillait encore à une vitesse vertigineuse, classant, rejetant, comparant comme une machine silencieuse. C'est en gravissant l'escalier étroit de sa maison de Montague Street qu'eut lieu l'incident qui ouvre véritablement cette affaire. Quelques marches plus haut, il aperçut un homme trapu, à la redingote sombre et aux tempes grisonnantes, qui marquait une pause. Essoufflé, celui-ci venait de s'arrêter devant la porte du deuxième étage, où une petite étiquette de cuivre portait en lettres simples S. Holmes. L'homme fixait ce nom comme s'il doutait encore d'avoir frappé à la bonne porte. Holmes, qui le rejoignait à pas vif, s'immobilisa à 2 marches derrière lui. D'un ton presque banal, comme s'il s'adressait à un visiteur attendu, il dit « Je peux vous aider, maître ?» L'homme sursauta et se retourna vivement. Ses traits exprimaient moins la surprise que le désarroi d'un homme surpris au seuil d'un secret. Il balbutia. « Comment savez-vous qui je suis ?» Holmes indiqua d'un geste la mallette de cuir qu'il tenait à la main, où demeurait encore la trace rouge d'un cachet brisé. Votre manche porte la poussière de cire d'un sceau officiel. Cette odeur sèche est celle de vieux registres de parchemin. Et, si vous examinez votre poignet, vous y verrez la marque de la ficelle avec laquelle on noue les rouleaux d'archives. Vous êtes notaire, monsieur. Et puisque vous vous arrêtez à ma porte, c'est moi que vous cherchez. L'homme resta interdit, le souffle court, puis, après un silence, inclina légèrement la tête. Mon clerc m'avait parlé de vous, dit-il enfin. Et ma foi, monsieur, je crois qu'il avait raison. Vous pourriez être celui qu'il nous faut. L'homme, reprenant contenance, me parut moins intimidé que confus, comme si la brusquerie de sa propre démarche lui pesait déjà. Vous m'étonnez, monsieur Holmes, dit-il enfin. Je me présente, maître B, notaire établi dans la City. Ce n'est pas de mon propre mouvement que je suis venu frapper à votre porte. Mon clerc, qui suit avec une curiosité indiscrète certaines conversations de café, a entendu parler de vos singuliers talents d'observation. C'est lui qui m'a convaincu qu'il valait la peine de vous consulter. Holmes, qui se plaisait alors à toute énigme, dut sourire.
Il ouvrit la porte et invita le visiteur à entrer. Ses carnets notes s'embromant, feu, thé, explication. Je puis donc inférer que, selon son habitude, il servit du thé et se tint coi jusqu'à ce que le récit vînt de lui-même. Voici mon embarras, reprit maître B, en posant sa mallette sur la table. En l'espace de 3 mois, 2 de mes clients les plus honorables sont décédés. L'un d'une chute malencontreuse dans son escalier, l'autre d'une syncope au retour d'un dîner. Rien là que d'ordinaire, si ce n'est que chacun d'eux avait, quelques jours avant sa mort, exigé avec insistance de régler sa succession. Il tira de la mallette 2 rouleaux de parchemin, les déplia avec soin et les étala sur la nappe. Vous voyez, continua-t-il, des testaments impeccables. L'un en faveur d'une épouse irréprochable, l'autre distribuant ses biens de manière équitable entre ses enfants. Aucun soupçon de fraude, aucune main intéressée. J'ai moi-même vérifié 2 fois chaque clause. Holmes effleura les documents du bout des doigts, les parcourut en silence, puis les repoussa vers leur propriétaire. Voilà précisément ce qui me trouble, reprit le notaire, la voix plus basse. Un seul cas n'eût été qu'un hasard, mais 2 en si peu de temps, avec la même urgence, la même précipitation. Est-ce folie de m'interroger? Holmes n'avait pas encore forgé, à cette époque, l'art de ménager son interlocuteur. Il se contenta de noter régulier, rien suspect, répété. Ce fut assez pour que le notaire rougît de son propre zèle. Pardonnez-moi, monsieur Holmes, j'ai conscience d'abuser de votre patience. Peut-être ne s'agit-il que d'un caprice du destin, mais mon clerc m'a dit que vous aimiez les faits singuliers. J'ai fait mon devoir en vous apportant celui-ci. Sur quoi, il referma sa mallette, comme prêt à se retirer. Et ce fut là, si l'on en croit la suite des notes, le véritable point de départ de ce qui devait devenir l'affaire dite de Samael. J'avoue avoir hésité, en rédigeant ces pages, à passer sous silence les démarches que Holmes entreprit aussitôt après la visite du notaire. Elles n'offrent, en vérité, qu'un intérêt secondaire. Mais comme elles font partie intégrante de l'affaire, je les résumerai en suivant le fil de ces notes. Holmes estima d'abord que, si machination il y avait, elle devait nécessairement profiter à quelque héritier. Il fit donc dresser, par l'intermédiaire de maître B, la liste des personnes appelées à recueillir les biens des 2 défunts. Ces carnets notent avec une sécheresse coutumière veuve, fils prodigue, nièce pieuse, fille cadette mariée. La veuve, d'un grand maintien, répondit aux questions avec une dignité telle qu'aucun soupçon ne pouvait s'attacher à elle. Elle n'avait rien gagné à l'empressement de son époux, et son affliction était d'une sincérité palpable. Le fils, en revanche, offrit un instant matière à conjecture. Je retrouve dans la marge dette, jeu, tempérament léger, rien prouvé. L'homme, en effet, était connu pour fréquenter certains cercles douteux de Piccadilly. Mais l'examen de ses comptes révéla que son père lui avait déjà avancé assez d'argent pour étouffer ses dettes. L'hypothèse d'un mobile financier s'évanouit aussi vite qu'elle était née. La nièce, que Holmes alla trouver dans une pension religieuse, se montra pieuse jusqu'à l'excès. Elle s'étonna même qu'on pût interroger sa sincérité et déclara qu'elle priait chaque soir pour le repos de l'âme de son oncle. Holmes nota simplement zèle sincère, aucune ambition. Quant à la fille cadette, mariée à un officier de province, elle vivait hors de Londres et ne tira de la succession qu'une part modeste. Rien dans son attitude n'indiquait autre chose qu'une légitime tristesse. Ainsi, chacun de ses héritiers, après examen, se trouva lavé de tout soupçon. Les petites ombres de jalousie, de dette ou de ressentiment qu'on eût pu relever
s'effacèrent aussitôt qu'on les éclairait. Ce sont des coïncidences, conclut Holmes dans ses notes, après une série de visites et d'interrogatoires infructueux. Rien de plus. Le notaire, lorsqu'il reçut cette conclusion, sembla se détendre. Il remercia Holmes avec chaleur et se retira convaincu d'avoir peut-être exagéré son inquiétude. Ainsi se serait close l'affaire si un dernier détail, apparemment insignifiant, n'était venu bientôt rallumer le doute et conduire mon ami sur une piste qu'aucune logique ordinaire n'eût su entrevoir. Holmes n'était pas homme à se résigner facilement, mais ses carnets révèlent qu'à ce stade de l'enquête, il commençait à s'impatienter. Les entretiens avec les héritiers n'avaient produit que des banalités, et l'édifice construit par le notaire semblait s'effondrer sur lui-même. La phrase, que j'ai retrouvée en marge d'un feuillet, en porte témoignage. Rien. Soupçon dissous. Perte de temps? Pourtant, une ligne plus bas, il avait ajouté Vérifiez, confrère, dernière fois. C'est là une manie de mon ami, déjà présente dans sa jeunesse. Quand il croyait une affaire épuisée, il s'accordait toujours une ultime tentative, par scrupule, ou par ce que j'appellerais son instinct moral. Il n'aimait pas abandonner une piste sans l'avoir intégralement explorée. Ainsi, se rendit-il auprès de quelques confrères du notaire, sollicitant leurs impressions sur des cas récents de successions hâtives. Je n'ai retrouvé de ces visites que des notes lapidaires, que je restitue ici de façon suivie. Le premier confrère, homme jovial à la panse rebondie, accueillit la question d'un grand éclat de rire. Voyons, monsieur, dit-il, vous voulez faire d'une coïncidence un mystère. Croyez-en mon expérience. Un vieillard malade, un notable inquiet, cela se précipite toujours à régler ses affaires. J'en ai 10 semblables chaque trimestre, et la moitié survivent encore 10 ans après avoir signé. Vous voudriez que nous suspectassions la mort de chaque client prévoyant? Nous n'aurions plus de temps pour autre chose que pour scruter nos propres registres comme des nécrologues. Holmes, d'après ses notes, se contenta de griffonner raillerie, rien. Mais je l'imagine déjà serrant les lèvres. Il détestait que l'on confonde sa curiosité avec une manie. Le second, plus jeune, d'un ton goguenard, se montra encore moins sérieux. Ayant appris par un clerc indiscret la nature des interrogations de Holmes, il en fit presque une plaisanterie. Un détective amateur croit découvrir un nouveau docteur William Palmer chez les notaires. Savez-vous, monsieur, que dans mes dossiers, j'ai au moins 20 cas où un homme pressé de régler sa succession est encore bien vivant aujourd'hui. Voulez-vous que je les appelle un par un pour rassurer votre conscience? Il accompagna ces mots d'un sourire entendu, comme si l'affaire n'était qu'une lubie d'étudiant. Les accidents arrivent, poursuivit-il, en haussant les épaules. Les syncopes aussi. Et si la prévoyance choisit d'enlever 2 notables qui avaient réglé leurs affaires, je n'y vois pas de mystère, mais simplement l'ordre naturel des choses. J'imagine sans peine l'agacement de Holmes, noté simplement raillerie, temps perdu. C'est là, peut-être, que l'affaire aurait pris fin si un troisième confrère n'avait prononcé, en toute innocence, une phrase de trop. Celui-ci, homme grave et discret, avait écouté Holmes sans raillerie. Après un moment de réflexion, il dit « Tenez, il y a 2 mois, un de mes clients, atteint d'un mal incurable, exigea de régler sa succession en toute hâte. Il était si serein, si étrangement heureux, que j'en fus troublé. Une semaine plus tard, il s'éteignit dans son lit, sans souffrance apparente. Rien d'irrégulier. Vous voyez bien, ce n'est pas exceptionnel. Il s'interrompit, comme si un souvenir lui revenait.
Je me rappelle même, ajouta-t-il, qu'en quittant mon étude, il me serra la main avec une ferveur étrange, et me dit ces mots, que je crus alors tirés d'une prière. Samaël va m'apporter la paix. C'est